Je vais tout de suite commencer par une question. Alors pour ceux qui connaissent Gaël, je sais qu'Aya est dans la salle, donc il connaît Gaël. Il connaît peut-être l'Icebreaker Express. C'est un deuxième. Je vais vous demander de réfléchir rapidement à votre animal préféré. Tout de suite comme ça, celui qui vous vient dans la tête. Et je vais passer le micro à quelqu'un qui va me dire quel est son animal préféré et pourquoi. Challenge accepted. Challenge accepted. Pour moi, ce sera le lion. C'est le lion. Yep. Ok, pourquoi? Je kiffe sa crinière, enfin son, je sais pas comment on appelle ça, son, D'accord. et surtout qu'au final, il est, comment dire, il impose dans la savane. Ok. C'est le roi de la jungle. Bon, on va pas dire le roi de la jungle, mais en tout cas, il en impose. Et puis, il est très, on va dire, protecteur vis-à-vis de sa famille. Ok. Est-ce que tout le monde avait un animal préféré? Ouais? Tout le monde? Ok, très bien. Bon, on est tous un petit peu habités par le monde animal, on a tous un animal préféré en règle générale, c'est très rare que ce soit pas le cas. Et donc, ce soir, voici les différents objectifs pour ma présentation. Le premier, c'est d'essayer de passer un moment ludique autour du thème animalier. C'est un sujet ludique. Le deuxième, c'est disposer d'histoires. Nous, les agilistes, on adore raconter des histoires, c'est une façon de présenter les choses que tous on adore depuis l'enfance pour la plupart, donc c'est un vecteur très facile et évident pour passer des messages. Donc disposer d'histoires, d'anecdotes, et utiliser ces histoires et ces anecdotes pour vous parler d'agilité. Peut-être on va revisiter quelques notions liées à l'agilité et au travail en équipe. Et puis peut-être que je vous apprendrai des choses sur les animaux, l'agilité, voire les deux, on verra. Je vais essayer d'éviter le contre-objectif évident pour une présentation de ce type, c'est l'inventaire. Il y a énormément de choses à raconter sur les animaux, leur comportement, et c'est la grosse difficulté. Bon, la loutre, c'est mon animal favori. Et je vais en profiter pour me présenter, parce que la loutre, c'est facétieux, ça aime jouer, ça se roule dans la boue, un peu comme moi au rugby. Comme on fait du rugby, on aime Scrum. Quand on fait du Scrum, on est agiliste. Voilà. Donc moi, je suis coach agile. Je travaille en tant que coach chez SOAT depuis un an maintenant. Et je fais de l'agilité depuis 2006, c'est-à-dire depuis 10 ans. Et j'ai envie que tout le monde puisse goûter à ça. Je suis très motivé pour transmettre cette envie de travailler de cette manière. Alors, à l'origine de la présentation, j'ai une idée. La bionique, vous connaissez ce monsieur, vous avez sûrement suivi ces séries-là quand vous étiez plus jeune ou entendu parler. C'est Steve Austin et son œil bionique. Est-ce que vous savez quel animal a inspiré l'œil bionique de Steve Austin? Oui ou non? L'aigle, exactement. Il est capable de focaliser à distance. Donc, la nature offre des solutions qu'on a transposées dans notre secteur technique ou technologique. Je vais vous refaire un deuxième petit quiz et je vais réutiliser le micro. Qui a envie de répondre à ce petit quiz? Essayer d'associer à gauche les animaux aux solutions techniques qu'ils nous ont apportées. Qui veut jouer à ça? Ok, c'est parti. Normalement, il n'est pas très difficile. C'est juste pour lui. Tu l'attrapes? Alors du coup, je dirais que le martin pêcheur en haut, c'est un martin pêcheur, Oui, c'est un martin a pêcheur. servi à développer les textiles des combinaisons de plongée, des combinaisons de nageurs pour mieux glisser dans l'eau, peut-être. Ok. L'escargot pour la glu, par rapport à la consistance de sa baffe, peut-être quelque chose qui lui permet par exemple de rester accroché à des murs verticaux. Mhm. Et du coup, le profil du requin aérodynamique qui a servi à concevoir du coup les TGV pour atteindre les meilleures vitesses avec une meilleure aérodynamique. Presque juste. Presque juste. Je vais laisser là. En fait, tu as fait un petit croisement, c'est pas très grave. En fait, c'est plutôt le requin qui a inspiré les combinaisons des nageurs, d'ailleurs aujourd'hui interdites, puisqu'elles donnaient un avantage important dans les compétitions à ceux qui en portaient. Et ce qu'on a remarqué, notamment sur les nageurs des requins, c'est que les écailles en particulier, c'est qu'elles sont pas lisses du tout. Elles sont striées et elles créent des micro-turbulences qui favorisent la pénétration dans l'eau. Donc voilà, et ça a été adapté sur les combinaisons, puis ça a été interdit. Mais rien n'interdit, vous, d'en acheter une, hein, si vous avez envie d'aller plus vite.
Et le martin pêcheur, en fait, c'est le profil de son bec dont se sont servis les ingénieurs japonais pour le Shinkansen, qui est un train japonais. Voilà, donc voilà 3 exemples. Tout juste pour l'escargot. En fait, l'escargot, c'est même plus intéressant que l'aspect colle. Ce sont des colles biodégradables qu'on arrive à faire avec la bave d'escargot, en tout cas qui inspirent des colles. Souvent, on utilise des solvants chimiques peu, on va dire, très très peu bénéfiques pour l'environnement. Là, pour le coup, on utilise une solution de l'environnement dans les colles. Forcément, elle est biodégradable. Donc voilà, un problème technique, on regarde dans la nature et on transpose dans nos secteurs technologiques. Il y a même aujourd'hui une base qui s'appelle Ask Nature depuis 2007 qui existe et qui répertorie l'ensemble des solutions, donc si ça peut vous intéresser, vous pouvez les regarder, qui répertorie en open source l'ensemble des solutions que la nature peut vous apporter ou apporte dans certaines situations. Donc si le domaine technologique est alimenté par des solutions de la nature, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas nous montrer comment il vaudrait mieux travailler ensemble? C'est l'idée de départ de ma présentation. Je vais aussi passer par une petite phase théorique, très courte j'espère, et vous présenter mon parti pris. Donc ça c'est un hippopotame, un animal très 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 dangereux, qui tue plein de gens, beaucoup plus que les requins qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. On va partager un petit vocabulaire commun. Tu diras pas comme ça, Yaya. Pourquoi? Ah, comme ça, là, tu veux dire? Oui, bah justement, quand il charge, il est dangereux. Et sur les rivières, encore plus. Il renverse, en fait, beaucoup dans des zones navigables, il renverse beaucoup de pirogues. Il s'attaque aux gens qui sont dedans. C'est malheureusement un animal qui présente un danger pour l'homme, surtout dans les zones où il se rencontre. Est-ce que vous savez ce qu'est un être vivant, au-delà même du règne animal? Quelle est la définition du vivant? Quelqu'un sait ça? Ouais, quelqu'un sait me dire quelle est la différence entre notre ami le caillou, là, à droite, et puis le magnifique chaton qu'on trouve en grand nombre sur Internet. Je crois que c'est la première chose qu'on trouve sur Internet. Vous savez ou pas? Il y en a un qui meurt à la fin, ouais, c'est vrai, le caillou, il meurt pas. C'est pas la différence principale. Voilà. Tous les êtres en font pas miaou, Jérôme. Ok. Bon, je vais vous donner la réponse principale. La principale caractéristique, je vais peut-être vous aider. Si on met un chat et une chatte dans une pièce et un caillou à côté d'un autre caillou dans une autre pièce, à votre avis, qu'est-ce qui va se produire? Voilà, la reproduction sexuée, en l'occurrence, reproduction conforme. Bon, les cailloux, ils se reproduisent pas, issus des aires géologiques. Donc, voilà, c'est exactement ça. Bon, quand vous avez une signalétique verte comme ça, il y aura des trucs sur les animaux. Quand c'est blanc, c'est plutôt l'agilité ou des concepts. Voilà. Donc en fait, notre charmant chaton, il est né de la reproduction de 2 de ses représentants, mâles et femelles, alors que notre ami le caillou, il est né peut-être d'une éruption volcanique, sait-on jamais. Donc un être vivant, ça naît, ça grandit, ça se reproduit et ça meurt. Pas toujours. La vraie caractéristique de base, c'est la capacité de reproduction. Je vais évoquer des animaux grégaires dans la conférence aujourd'hui. Parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est comment les animaux peuvent travailler ensemble ou fonctionnent ensemble. Un animal grégaire, la définition que vous l'avez là, ça forme une communauté. L'intérêt de s'intéresser à des animaux qui vivent seuls est plus restreint. J'en parlerai un tout petit peu, mais plutôt des animaux grégaires. Dans le titre original de ma conférence, je parle d'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude des comportements animaliers. Il y a aussi de l'éthologie humaine, mais on essaie d'étudier de manière non anthropomorphique, sans transposer notre façon de vivre, notre façon sociétale de voir les choses sur les comportements animaux. C'est très difficile. C'est très difficile. On en a des exemples tous les jours dans la presse, on prend des jolies images d'animaux et on est attendri. La dernière en date que j'ai vue, je crois, c'est celle d'un kangourou qui, soi-disant, était en train de voir mourir sa femelle. En fait, il était en train de la violer, en train de mourir. Donc, si vous voulez, c'est un peu choquant ce que je suis en train de raconter, mais voilà. Le kangourou, il n'a pas de sentiments comme amoureux au même titre qu'on pourrait nous les avoir. Et les éthologues regardent toutes ces manifestations anthropomorphiques d'un assez mauvais œil. On essaie plutôt de voir les choses d'une manière scientifique, en étudiant leur comportement, en faisant des études sur un grand nombre de représentants d'une espèce, et peu sur des aspects plus émotionnels, on va dire.
Et donc, on va reparler un petit peu de reproduction, puisque le moteur de l'évolution des espèces, c'est la sélection naturelle, un des moteurs. À un moment, les chats ils se reproduisent, ils vont peut-être transmettre des gènes à leur descendance qui vont leur donner un avantage compétitif sur les autres, et ainsi de suite. Donc la sélection naturelle, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça nous rappelle des choses. La sélection naturelle, c'est un processus. Bon, vous allez me dire, les agilistes, ils favorisent les interactions plus que les processus. Malgré tout, on aime bien s'intéresser au processus et au processus de sélection. Donc, dans le processus de sélection naturelle, d'abord, il y a une variation génétique, comme je le disais, rencontre ou reproduction sexuée conforme ou non conforme, qui va créer une variation au sein de l'espèce. Il va y avoir une sélection par la prédation, peut-être aussi que cet avantage compétitif aura rendu stérile, donc il n'aura pas la capacité de se reproduire. Donc ça dépend des fois. Il va y avoir une sélection. Puis une rétention. On garde les meilleures solutions où les représentants de l'espèce survivent à la prédation et d'autres phénomènes qui pourraient les faire disparaître. Et ça reboucle. Donc c'est un processus itératif et incrémental. Ça vous rappelle peut-être des choses pour les agilistes qui sont dans la salle. À droite, je vous ai mis un PDCA. Vous connaissez? Plan do Check Act, route de Ming. C'est du lean, c'est du pré-agile. Bah, la sélection naturelle, elle fonctionne un peu comme ça, presque. Elle prépare des choses, elle essaye des choses. Bon, on ne va pas dire qu'elle comprend des choses. Peut-être cette phase-là est un peu différente. Je vous l'accorde. Et derrière, il y a de l'action, ça c'est sûr. Il y a de la prédation. Ça reboucle. Et les espèces s'améliorent ou s'adaptent. Il y a des gens qui aiment bien ces choses-là, qui l'ont carrément récupéré. Ça va parler aux techos qui sont dans la salle. S'il y a des DevOps ici, il y a des DevOps, il y a des agilistes. Ouais, il y a un DevOps. Voilà. Donc les DevOps, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais ils ont repris ce schéma qu'on voit souvent sur l'évolution. D'accord. Donc le DevOps, c'est celui qui fait le lien entre, à un moment, le logiciel que tu as produit, qui est développé, et qui va le rendre opérationnel, qui va le mettre à disposition sur des plateformes de production en ligne pour les utilisateurs. J'ai été assez vite, j'ai été assez direct sur la définition, mais en gros, c'est ça son travail. Il fait le lien entre les équipes qui produisent un logiciel et ils le rendent opérationnel, disponible sur des plateformes et une infrastructure. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils poussent beaucoup le fait qu'on puisse continuellement livrer des logiciels et de la valeur en ligne. Ils ont repris ce schéma-là. Je ne me considère pas comme étant un ancêtre de Continuous Opération. Moi, je pense qu'en fait, on travaille tous ensemble à un but commun qui est celui-ci à droite. Donc voilà. Quand j'ai parlé de sélection naturelle, vous savez qui est l'auteur de la théorie qui est derrière? Oui, Darwin. Qu'est-ce qu'il dit Darwin? Ce ne sont pas ceux qui sont les plus forts qui survivent, ou les plus intelligents, c'est ceux qui répondent le mieux au changement. Ça, c'est très important. Vous connaissez sûrement des ancêtres, des espèces qui ont vécu sur la Terre, qui étaient très fortes. Vous voyez de qui je veux parler ou pas? Par exemple, les dinosaures. Les dinosaures, ils étaient quand même très très forts par rapport à quand on voit des vélociraptors ou des animaux de ce type-là. C'était quand même des animaux très adaptés. Malgré tout, ils ont disparu. Il y a un bouleversement terrible, dont les causes sont encore à identifier. Globalement, un météore qui aurait possiblement percuté la Terre, rendu l'atmosphère irrespirable et fait disparaître ces animaux prodigieux. Il y a eu avant ça une autre disparition des espèces sur Terre, à peu près après le Carbonifère. À une époque, il y avait sur Terre des libellules monstrueuses. Il y avait beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère. Généralement, ça a pour effet d'avoir des insectes beaucoup plus gros. Ça s'appelle Carbonifère parce qu'en fait, il y avait énormément d'arbres, de fougères, et ça a fait le charbon aujourd'hui qu'on utilise. Donc voilà. Et ces animaux-là, ils ont disparu. Alors les insectes, ils ont réduit de taille. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Et en fait, comment nous, on s'adapte au changement? Je me permets d'avancer sur ce sujet-là. De quel avantage adaptatif on a pu faire preuve jusqu'à présent? On parle souvent de super pouvoirs, les super pouvoirs de l'espèce humaine. Donc les super pouvoirs sont apparus au fur et à mesure, ayant entraîné différentes révolutions. Donc le premier super pouvoir, c'est le langage. Pour ceux qui ont eu la chance de suivre la conférence La Horde Agile de Pablo Perno, c'est assez intéressant. Parce que
le langage, il y a une théorie qui dirait qu'à un moment, les hommes, ils ont mangé d'autres choses suite à un bouleversement climatique. Les autres choses en question sont des champignons hallucinogènes et qu'ils auraient commencé à émettre des cris et commencé à dialoguer par ce biais-là. C'est une théorie. Elle est pas complètement farfelue. Elle n'est pas complètement farfelue. Elle est scientifique. Voilà. Donc, effectivement, on pourrait voir l'apparition du langage par ce biais-là. Néanmoins, on s'exprime. D'autres personnes disent que parce qu'on s'est redressé, ça a ouvert ici à ce niveau-là, et que du coup, on a pu avoir des cordes vocales et tout le système qui nous permet aujourd'hui d'échanger. En tout cas, moi, de beaucoup parler, par exemple. Après, l'écriture. L'écriture, en fait, est arrivée pour un besoin dans les sociétés qui commençaient à se construire au Moyen-Orient, notamment comptable, sur des tablettes d'argile. On a commencé à faire de la comptabilité. Un peu de l'informatique, en fait, quelque part. Puis Gutenberg a inventé l'imprimerie, qui a permis la diffusion des connaissances, et Internet. Tout ça grâce, en parallèle, à des progrès techniques. En parallèle, on a plusieurs révolutions techniques adossées. La révolution technique dont je n'ai pas parlé là, c'est le néolithique. C'est très important. L'espèce humaine a failli disparaître, en fait, à un moment, suite aussi à un changement climatique. Il n'y avait plus forcément assez à manger, donc les gens ont commencé à élever et planter des choses, en mode observation. Donc, la révolution néolithique, après le paléolithique, et puis ensuite les différentes révolutions sur le langage, l'écriture, l'imprimerie, et aujourd'hui l'Internet. Michel Serres, de l'Académie française, parle de 4e révolution technologique à ce sujet. Et l'homme dispose d'empathie. Alors l'empathie, c'est quelque chose d'assez particulier. On va soigner les jeunes, protéger les blessés et les anciens. Ça nous permet d'ailleurs, en faisant ça, de conserver des personnes qui transmettent le savoir. C'est très intéressant d'avoir de l'empathie, en tout cas pour les mammifères, surtout pour s'occuper des petits qui peuvent être sujets à la prédation. On sécrète généralement une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Elle est présente chez les mammifères. Et toutes les études éthologiques que j'ai commencé à regarder sur l'ensemble des mammifères placentaires tentent à prouver que même la petite souris, elle a de l'empathie. L'homme a toutes ces caractéristiques, ça lui donne plus d'avantages, c'est parce qu'il les a toutes qu'il est un petit peu hyper prédateur aujourd'hui. Donc le constat, c'est que l'être humain est quand même un hyper prédateur. Malgré tout, ce n'est pas l'aboutissement ultime de l'évolution des espèces. On n'est pas les derniers apparus. Le dernier apparu, c'est le moustique londonien. Dernière espèce répertoriée. Donc voilà, il faut un peu s'enlever ça de la tête. L'homme, il est en haut de la chaîne alimentaire, il n'est pas au sommet de l'évolution. C'est très important. On a continué à s'adapter, on continue à s'adapter, je pense. Et on parle plutôt de buisson du vivant. Il faut voir le vivant comme une espèce de buisson avec plein de branches multiples dans tous les sens. Ça, c'est la nôtre. C'est la branche des primates. Derrière, il y a les mammifères. C'est la branche des primates. Ce qui est assez intéressant, c'est que même ici, au niveau de nous, on est dans le groupe là, Homo. Donc on est les derniers représentants du groupe Homo. Il y a eu l'Homo erectus, l'Homo habilis. Voilà. Et nos cousins, les chimpanzés, ils sont même encore subdivisés avec les fameux bonobos. Donc vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Et donc, il faut savoir par exemple, si je fais un retour au requin tout à l'heure, qu'on est plus proche d'une carpe que d'un requin, si on regarde tout le buisson. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Le requin, c'est un poisson cartilagineux. La carpe, c'est un poisson osseux. Donc on a des os comme la carpe. Je ne vais pas retourner jusqu'aux levures, mais voilà. Donc on est issu de ça, et on a un buisson qui s'est construit du vivant sur notre planète. Mon parti pris, c'est qu'il faut pas nier son animalité. Elle est entre autres reflétée par la structure de notre cerveau. On a un cerveau reptilien, on a un cerveau lié aux mammifères, tout l'aspect émotion, et on a un cerveau au-dessus, cortex, néocortex, des primates. Les reptiliens, c'est le siège de la reproduction, en gros. Pas que, mais la reproduction, le contrôle de la température, tout ce qui est la survie. Les mammifères, plus le siège des émotions. Et au-dessus, le cortex, néocortex, pour tout ce qui est aspect cognitif. Donc, mon point de vue, c'est qu'on a tout à gagner à observer les autres espèces, puisqu'on nous-mêmes, on intègre tout ce patrimoine, et voir comment ils s'adaptent ou s'organisent. Pour commencer, on va revenir à des choses dont vous avez forcément entendu parler en tant qu'agiliste. Et on va parler de lapins, de Fibonacci et d'estimations relatives. À votre avis, quel est le point commun entre notre ami le petit lapin à gauche et Fibonacci? Est-ce que quelqu'un sait? Hop, vas-y.
Vas-y, je vais passer mon slide après ça. Si tu réponds, il faut que tu attrapes le cube. Tu vas y arriver. Je vais essayer de bien le lancer. Dans la suite de Fibonacci, elle est basée en fait sur la reproduction des lapins. Ouais, c'est ça. Donc notre ami Fibonacci, en dehors d'avoir regardé la reproduction des lapins, il a aussi amené les chiffres arabes. Donc il est à peu près 1270, je crois, il est mort, le pauvre. On l'appelle aussi Léonard de Pise. Donc il a vu la tour de Pise se construire. Donc effectivement, il s'est intéressé aux lapins, puis comme c'est un mathématicien, il a posé des hypothèses. Donc il s'est dit, bon, je vais prendre des lapins, j'estime qu'ils sont fertiles à 1 mois, ils ont une période de gestation d'1 mois pour faire naître deux nouveaux lapins, un couple mâle et femelle, en gros. Et quand il a fait cette observation-là, il s'est rendu compte qu'il avait au début un couple de lapins, puis 2, puis 3, puis 5, puis 13. Donc ça définit la suite de Fibonacci. Nous, on l'utilise pour mesurer la complexité en agilité. Et on a un attrait tout particulier la concernant, puisqu'elle est non linéaire et divergente. Parce que on a tendance à dire que plus c'est gros, moins on sait. En gros, on rentre dans une zone de complexité. Ce qui est très intéressant par rapport à la suite de Fibonacci, c'est qu'on la retrouve beaucoup dans le monde du vivant. On la retrouve par la reproduction des lapins, on la retrouve dans la manière dont les végétaux poussent, via le nombre d'or. Je vais vous l'expliquer brièvement. Quand vous avez un végétal qui pousse, il va faire une feuille. Ensuite, il va en faire une deuxième. A priori, la deuxième, il ne va pas la mettre juste au-dessus de la première feuille. Il va la mettre à 137,5 degrés, parce que c'est en construisant ces feuilles, comme ça, que les feuilles au total, en se répartissant en spirale, auront le maximum d'ensoleillement, si on garde une seule tige. Ça, c'est la chose de base. Si on divise 360 par 137,5, ça nous donne 1,614, qu'on appelle le chiffre d'or, qu'on retrouve beaucoup à la Renaissance, utilisé dans les tableaux et dans des constructions qu'on dit harmonieuses ou naturelles. Et donc, si on divise deux grands chiffres de la suite de Fibonacci, on tombe sur quoi? Le chiffre d'or. Pareil. En fait, on va retrouver des nombres de Fibonacci partout dans la nature. On va les retrouver aussi dans la structure des ananas. L'ananas, c'est une structure spiralée avec 8 et 13 spirales, une dans un sens, une dans l'autre. Si vous regardez les graines de la fleur de tournesol, c'est 55 et 34, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous allez avoir une organisation complètement structurée via la suite de Fibonacci. Pourquoi? Les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse. On sait que ce sont des structures qui marchent dans la nature. Donc clairement, on a intégré ça dans notre mécanisme d'estimation de la complexité. On l'utilise aussi parce que ça nous permet de faire des estimations relatives. Et pourquoi est-ce qu'on parle de complexité en agilité? Vous savez ou pas? Pourquoi on utilise spécialement ce mot-là? Faut pas parler de chiffrage, on parle pas beaucoup de jour homme. Là, le jour homme, le mythe du jour homme, il est loin. Oui, c'est exactement ça. En fait, quand on travaille dans le domaine du SI, nous travaillons avec des personnes sur des activités intellectuelles. Donc là, je fais référence à nouveau à notre cerveau, avec des personnes qui ont des émotions, avec leur cerveau mammifère, qui ont du cognitif, pour aborder des sujets complexes. Il y a une personne qui s'appelle Dave Snowden, rien à voir avec Wikileaks, un autre Snowden. C'est un Gallois. Il nous propose un framework, Cynefin. Ce framework Cynefin, c'est un framework de systémique. Je ne sais pas si vous connaissez la systémique, mais en gros, on s'intéresse au système et pas forcément à tous les inputs qui le concernent. On s'intéresse aux relations et aux interactions entre les parties du système. C'est une approche assez différente de l'approche analytique, où on va découper celle que nous ont enseignée nos amis Descartes ou Newton. C'est l'hérité du siècle des Lumières, notamment, enfin un petit peu avant. Et donc, il catégorise les systèmes comme ça. Ici, on a les systèmes simples où la causalité est évidente. Si je reprends ce que vous pouvez faire, mettons il pleut, vous allez soit avoir un parapluie pour vous protéger, donc il pleut, vous n'avez pas envie de tomber malade, vous mettez un parapluie. Vous allez chercher un abri. L'homme préhistorique va faire ça. Il va chercher un abri, il va se protéger. Les grands singes font ça. Causalité directe. Vous avez les systèmes compliqués du domaine des experts. On a un grand ensemble de variables et on va réussir via des équations compliquées mathématiques à trouver des solutions. C'est le domaine du compliqué. Ça, on sait encore faire, mais c'est aussi le domaine des experts. Il faut faire appel à des experts pour arriver à maîtriser ces systèmes-là.
Et puis vous avez les systèmes complexes. C'est pour ça qu'on parle de complexité en agilité, parce que c'est complexe de faire aujourd'hui du développement logiciel. Les technologies changent constamment, les interactions entre les personnes ne sont pas évidentes, ce sont des humains qu'on doit faire travailler ensemble. Globalement, on est dans le domaine du complexe où on fait de l'essai, probe, on sonde, on sent, on va sentir avec quelques indicateurs, et on répond, et on corrige notre système. On fait que ça en agilité, globalement. Enfin, on a les systèmes chaotiques. Tout à l'heure, je parlais de la pluie. La pluie, pour nous, ça va peut-être déclencher un comportement ou une réponse simple. Par contre, prédire la pluie, c'est plutôt chaotique. On essaye. Aujourd'hui, on établit des modèles mathématiques très compliqués. Il y a des gens qui travaillent là, très fort, mais qui se disent que finalement, pour prédire un système chaotique, on arrive à quelques heures près, mais avec plusieurs jours, ça devient très 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 compliqué. C'est très chaotique. Et donc, ce que dit notre ami Snowden, c'est qu'ici, là, avec la petite vague, il symbolise ce qui s'appelle une falaise. Quand on a une approche simpliste ou simple et qu'on n'a que des meilleures pratiques dans un domaine, si on reste là et qu'on reste là trop longtemps et qu'il y a des perturbations, justement des changements, ceux dont parlait Darwin, on retombe dans le chaos. Et pour revenir de l'autre côté, c'est très très difficile. Ça demande des coûts monstrueux. Globalement, tout le travail des agilistes, en tout cas le nôtre, c'est d'essayer de rendre des choses complexes un peu compliquées. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur la vélocité et qu'on essaye d'identifier la CAF, la capacité de l'équipe à stabiliser sa production? On est en train de rendre quelque chose de complexe, le développement logiciel, en quelque chose de compliqué. C'est toute notre approche. C'est tout ça qu'on peut utiliser comme argument quand quelqu'un veut dire « Ouais, la complexité, on s'en fiche, les gens... » Non. Nous travaillons dans un domaine complexe, il faut l'intégrer. Le vivant, il est là. L'évolution du vivant, elle est là. Et c'est un peu le même phénomène qu'on rencontre dans le domaine du développement logiciel. Là, je vous ai montré avant un framework qui était, lui, systémique. Ça, c'est un framework de catégorisation. Pas forcément 100% d'accord avec ça, mais on dit souvent que quand votre solution est connue et que le problème est identifié, on va pouvoir faire du waterfall. Ça marche. Vous ne m'entendrez pas dire que ça ne marche pas. Sauf que c'est plus notre contexte aujourd'hui, très rarement. Ou alors, ce n'est pas une société d'expertise comme ça qu'on va appeler. Parfois, on n'a pas forcément de solution, on a un périmètre connu, l'agile est adapté. Le lean, il le dit dans Unknown Unknown. Le lean, c'est assez intéressant parce qu'en fait, le lean, c'est une approche où on apprend de nos erreurs. Je vais y revenir un peu plus tard. Une erreur, c'est une chance de s'améliorer. C'est une approche comme ça. Et là, c'était pour présenter le Lean Startup, c'est-à-dire qu'on aurait des solutions, mais on ne sait pas vraiment quel est notre problème. On cherche un peu notre marché. C'est les approches Lean Startup qui proposent ça. Pour ça, c'est un framework de catégorisation, je ne suis pas 100% d'accord. On va revenir à des choses plus ludiques, parce que je sais que là, j'ai quand même parlé de choses un peu théoriques. On va parler de l'éducation des suricates. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait là sur le téléobjectif, notre ami le suricate? Pourquoi il est là? Vous connaissez les suricates? Ouais. En fait, bon, les suricates, ils vivent dans des plaines en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Et exactement, ils profitent de la hauteur. Lui, c'est un guetteur. C'est son boulot. Et là, notre photographe, ça fait des semaines, il y a un film sur lui qui est assez intéressant, qu'il est en repérage et qui photographie nos amis les suricates pour faire des films fantastiques comme le font la BBC, etc. Ils sont très spécialisés là-dedans, ils sont énormes. Et donc, il ne représente plus aucun danger pour nos amis les suricates, il représente l'opportunité pour lui, donc il s'est adapté à la présence de notre ami le photographe, il représente l'opportunité pour lui de guetter de plus haut, donc de voir les dangers venir de plus loin. Donc il a complètement intégré notre ami le photographe, et il s'est adapté. Je vous parlais de l'éducation des suricates maintenant. Je vais vous poser deux questions. Alors, la première n'est pas évidente. Quelle est la différence entre le suricate et le poulpe? Alors celle qui m'intéresse, on va dire, en tant qu'agiliste. Je ne sais plus ce que j'ai fait du micro. Allez, si vous avez une réponse à faire, ouais, faites-la au micro. Alors oui, notre ami Paul le poulpe, il a prédit les résultats des matchs de foot. C'est bien ça. Le poulpe, c'est un animal très intelligent, effectivement. En fait, moi, je vais utiliser ces animaux
Juste pour vous dire que ça, c'est un projet sans capitalisation, et ça, c'est un produit. Du moins, le produit sur I4 qui évolue. Pourquoi je dis ça? Parce que notre pauvre ami le poulpe, au bout de 4 ans en moyenne, et le poulpe, ça ne vit pas longtemps, il meurt. Il meurt juste après avoir donné naissance à ses petits. La femelle met ses petits au frais, elle les ventile, elle les fait respirer, et elle est programmée pour mourir. C'est horrible, c'est l'obsolescence programmée, là, comme votre machine à laver. C'est pareil. Donc, bon. C'est ça qui sont inspirés Peut-être. Si je vais plus loin, en fait, il y a une glande derrière les yeux qui sécrète, qui est mort programmée. Exactement comme un espion qui croque sa pastille de cyanure pour mourir. C'est juste horrible. Donc il est condamné à mourir sans pouvoir transmettre quoi que ce soit. Alors que nos amis les suricates, qui vivent en société, ils font de l'enseignement social. Donc lui, il ne peut pas faire de l'enseignement social, il fait de l'essai-erreur de son côté. C'est très intelligent un poulpe, hein. Ils ont fait énormément d'expériences là-dessus. Je dirais même plus loin, en fait, il a des gènes que les autres animaux n'ont pas. C'est une espèce incroyable. Elle a des gènes que d'autres animaux n'ont pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont très intelligents d'ailleurs. C'est un animal qui décore son habitat sans que ça ait aucune raison, on va dire, pragmatique. Il va décorer son terrier. On sait pas. Il fait ça. Voilà. Il a des capacités mimétiques, de camouflage. Enfin bon, bref, c'est un animal fascinant, mais il n'a pas de chance. Il faut programmer. Si vous connaissez la nouvelle New York, une nouvelle assez intéressante, en fait, à une époque, la civilisation telle qu'on la connaît a disparu dans New York, et ceux qui deviennent nos concurrents, ce sont les poulpes qui sortent de l'eau et qui sont très intelligents. Je vous raconte pas la suite, si vous avez envie, lisez-le. C'est un roman intéressant. Donc on revient aux suricates. Est-ce que vous savez ce qu'ils mangent, les suricates? Des insectes, ouais, des insectes en général. On va vous montrer exactement ce qu'ils mangent précisément. Ils mangent des scorpions. Il y en a un certain nombre. Ils mangent 2 espèces de scorpions. Ils mangent des scorpions assez venimeux, mais pas trop véloces, mais très venimeux, ils peuvent en mourir, ou ils sont très malades. Et ils mangent des scorpions très agressifs, mais pas très dangereux. Donc, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur dans certains cas. Donc là, notre guépard, c'est aussi un autre animal que j'aime beaucoup. Le guépard, c'est un peu comme le poulpe pour certains cas. Le guépard, il a 3 essais pour attraper une proie, après il a plus assez d'énergie. Donc il a le droit à 3 essais. Nous, les agilistes, comme je disais tout à l'heure, on aime beaucoup le fail, le droit à l'erreur. Il nous faut le droit à l'erreur pour avancer dans notre domaine complexe. On utilise souvent le fail en disant que c'est la première tentative dans l'apprentissage. Lui fait un apprentissage non social, il est seul, il n'a pas le droit beaucoup à l'erreur pour sa chasse. Voilà. Le suricate, lui, heureusement, il a décidé de fonctionner autrement. Il est plus petit, plus agile, peut-être. Donc, on a des groupes sociaux de 20 membres, 2 dominants, un couple, mâle-femelle, dont sont issus tous les petits. Les autres s'en occupent, ils ont des nounous. Et l'apprentissage social des suricates passe auprès des juvéniles par les 3 étapes du dessous, là, des proies mortes, vivantes et blessées. La vidéo qu'on a vue tout à l'heure, en fait, le scorpion n'a pas de dard. C'est parce qu'il est sous la surveillance d'un adulte qui a coupé le dard du scorpion et qui regarde comment ça se passe. Donc voilà. Et enfin, en pleine possession des moyens. Et il y a toujours un adulte. Ils suivent ces étapes-là suivant l'âge. Ils estiment qu'à partir d'un certain âge, ils doivent faire certaines choses. Ça vous rappelle les choses par rapport à l'école? Ils passent des examens. C'est horrible. En fait, non, ils ne passent pas des examens. Ils apprennent à survivre. Ils apprennent en pédagogie active, par essai-erreur, réessai-erreur. Et puis, les adultes, ils lâchent rien. C'est la pédagogie. On répète, on recommence. On leur apprend, on leur donne goût, etc. Donc ça, c'est très agile, en fait. On fait du fail fast, on essaye, on expérimente, on voit comment ça se passe. Il y a un garde-fou, l'adulte est toujours là, il est dans un environnement sécurisé, pour autoriser le droit à l'erreur, pour pas que ce soit létal. Dans notre cas, dans les SI, on va avoir envie d'avoir des systèmes résilients. C'est pour ça qu'on fait des microservices, par exemple. On va avoir envie de pouvoir mettre en prod très facilement. C'est la continuous intégration. Pratique XP. On va délivrer souvent de la valeur. On fait de l'amélioration continue, c'est-à-dire petit à petit, on s'entraîne à devenir de plus en plus fort à la chasse aux scorpions. Et en plus, on va passer
à l'âge adulte, à une étape d'apprentissage. On va transmettre son savoir. Les adultes vont transmettre leur savoir. Peut-être même encore mieux s'améliorer. Peut-être manger encore plus de scorpions. Peut-être même devenir, comme les scorpions, complètement venimeux. Je ne sais pas. On verra. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se fixent des objectifs atteignables. Vous avez vu, on passe par des... Bon, la proie morte, on prend goût à ce qu'est un scorpion. On voit ce que c'est, on s'habitue. On attaque un scorpion un peu blessé. On arrive à le manger, on réussit, on s'alimente. Et puis on attaque enfin quelque chose juste avant l'autonomie. C'est un peu une démarche d'accompagnement aussi. Une démarche d'autonomie. À ce moment-là, on pourra laisser le suricate de la nature, vu qu'on a vu qu'il est capable de tuer un scorpion tout à fait, avec tous ses moyens. Et ça nous rappelle quelque chose. En tout cas, moi, ça me rappelle des choses. Sur toutes les équipes que j'ai pu accompagner, il faut au moins 3 sprints d'essais-erreurs pour commencer à distiller les pratiques, faciliter les choses, atteindre des objectifs plus ou moins facilement. Bref, l'approche agile, c'est nous donner la chance sur au moins 3 itérations de faire nos preuves. Et de travailler sur un circuit que beaucoup de gens connaissent, mais n'utilisent peut-être pas assez, puisqu'on est plutôt éduqué à l'échec, plutôt qu'éduqué aux petites réussites successives, c'est d'être dopé au succès. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez réussi quelque chose? Vous allez ressentir du plaisir. En fait, c'est au niveau des neurotransmetteurs. C'est pas pour rien que le neurotransmetteur il s'appelle dopamine. Ça rappelle des choses comme dope et tout ça. Donc vous vous shootez au succès. Tout l'objectif des méthodes agiles, c'est de se shooter au petit succès. Il faut avoir conscience de ça. Le circuit de la récompense, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des drogués, mais surtout, on sait surtout ce qui se passe quand ça marche pas. Grosse déception. Donc par des petits essais, erreurs et des succès, on avance. On n'utilise pas notre cerveau et en plus de ça, on est des drogués. Si, tu utilises ton cerveau. T'avais presque dit l'inverse. Ah non, c'est pas ça que je veux transmettre comme message ce soir. Au contraire, hein. On n'utilise peut-être pas tout le potentiel de notre cerveau. On utilise énormément le cerveau cognitif, déterministe, tout ce qu'on nous a appris à l'école en capacité d'analyse, analytique. On a beaucoup moins une approche systémique, beaucoup moins une approche des domaines complexes. Et aujourd'hui, notre environnement, il est complexe, l'environnement de l'IT. Je vous laisse réfléchir à ces aspects dopants. Dopez-vous au succès. Je fais l'apologie de la dopamine hein, et des endomorphines, pas autre chose. Bon, passons un peu aux fourmis, à l'intelligence collective. On a vu auparavant que la nature nous permet intrinsèquement de prendre des solutions. On a vu l'organisation, l'éducation. Passons à la manière dont s'organisent nos amis les fourmis. Enfin, celles-là sont super. C'est minuscule pour ceux qui connaissent. Enfin, moi j'adore, c'est normal. Mais c'est une série très calme. Si vous avez des enfants turbulents, mettez-les devant minuscule, ça marche à fond. Enfin, avec mes neveux, ça marche super. Est-ce que vous connaissez la réplique des détracteurs de l'intelligence dite collective? L'intelligence collective, l'intelligence de groupe. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez Terry Pratchett? Non, ça vous dit rien, Terry Pratchett? Les annales du disque monde? Ah, chez les geeks, c'est connu quand même. Et donc, la phrase choc du détracteur de l'intelligence collective, à laquelle j'ai eu droit en rétrospective, c'est « Le QI d'une foule est égal à celui du membre ayant le QI le plus bas divisé par le nombre de personnes. » Eh oui, j'ai eu droit à ça. Donc quand on a droit à ça, il faut remonter la pente. Et donc, bon, j'aurais tendance à lui dire, il a parfois raison, parce que dans un match de foot, on en est presque là. Mais C'est gratuit. j'adore le foot. Non, c'est vrai, j'adore le sport en général. Mais on peut constater que l'effet de foule a malheureusement cet effet-là. Ça, c'est vrai. Donc tout notre travail, c'est de créer un contexte pour favoriser l'intelligence collective. Il parle de foule et pas d'équipe. Oui, il parle de foule et pas d'équipe, c'est vrai. Une équipe, c'est un peu différent. Mais bon, quand on a envie de démolir quelque chose, tout est bon. Donc voilà. Et je peux vous dire que ça jette un froid en début de rétrospective. Donc bon. Dans ces cas-là, peut-être qu'un exemple animalier pourrait nous aider. Donc on a là, sous les yeux, je ne sais pas si vous voyez bien, nos amis, les fourmis de feu. Alors pourquoi de feu? C'est parce que leur morsure est très douloureuse. Bon, ouais.
Et les fourmis de feu, elles flottent. Enfin, en fait, elles créent des radeaux, elles flottent. Elles utilisent la viscosité de l'eau, elles créent des treillis et elles arrivent à flotter. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que j'aime beaucoup les vidéos. Et donc voilà, faut imaginer, ça va venir, les fourmis arrivent. Faut imaginer, vous êtes au Texas, c'est la région, une des régions dans lesquelles elles vivent, et là, au Texas, il y a souvent des inondations dans la région où elles vivent. Donc, nos amis les fourmis, elles ont, par le biais de fourmis qui surveillent la colonie, l'information qu'il pleut, abondamment. Elles transmettent cette information par des phéromones, les unes aux autres. Ça circule dans l'ensemble de la ruche, de manière collaborative. Il n'y a pas un chef qui a dit il pleut. Il pleut, hop, l'information est véhiculée d'une fourmi à l'autre. Elles s'organisent les unes par rapport aux autres, par rapport à cette situation. Elles vont d'abord aller chercher la reine, qui représente 3 millions de fourmis potentielles, donc c'est important. Les larves, qui est l'avenir proche, immédiat de la colonie. Et puis ensuite, elles vont constituer un radeau. Donc nos amis les fourmis sexuées, donc mâles et femelles plus la reine, sont au centre. Elles seront même pas en contact avec l'eau en dessous. Et toutes les autres constituent un radeau et elles tournent. Dès qu'il y en a une qui crée une rupture sur la viscosité de l'eau, elles changent de poste. Ainsi de suite. Et elles s'auto-organisent comme ça. Alors les poissons en profitent parce que ils se disent tiens, il y a un bon repas en perspective. Le radeau va flotter comme ça, tranquillement, jusqu'à atteindre un endroit sec où la colonie va pouvoir se réinstaller. Elle va bientôt arriver, je pense. Voilà. Là, on voit nos fourmis qui créent un lien. Et ça intéresse les physiciens, mais pas que. Moi, ça m'intéresse. Personne n'a donné l'ordre aux fourmis de s'organiser comme ça. Elles ont appris, elles sont adaptées. Et voilà, elles vont recoloniser. En termes d'intelligence collective, la nature regorge d'exemples. Là, j'ai vraiment du mal. Je vous ai pris un, parce qu'il est sympathique, mais il y en a énormément. Les habitats complexes sont fabriqués par des animaux ou des insectes. On échappe à un prédateur en groupe. Vous avez tous vu des vols d'oiseaux, des bancs de sardines. C'est une organisation collective, une forme d'intelligence collective. On ne veut pas dire qu'une sardine, c'est très intelligent, mais la somme des intelligences du groupe est supérieure à la somme des intelligences unitaires de la colonie. Comment elles font ça? Ils ont des indicateurs, des capteurs de pression sur les côtés. Elles repèrent 5 à 7 individus, ça dépend des modèles. Et elles s'adaptent continuellement à leur environnement. En général, elles se mettent en forme de vortex quand un prédateur pointe le bout de son nez. Nos amis les fourmis, elles ont résolu le problème du représentant de commerce qui doit aller d'un point à l'autre. Elles savent quand certaines fourmis sont parties sur un chemin, et quand une autre revient plus vite, elles disent ok, le chemin optimal, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et elles changent continuellement comme ça, en transmettant les informations. Et tout ça se fait sans qu'aucun membre de la communauté ne donne un ordre tout en haut. C'est-à-dire c'est de l'intelligence collective, c'est de l'auto-organisation sans hiérarchie. Et en agile, qu'est-ce que nous on recommande? Donc on favorise l'opérationnel, délivrer, souvent, des choses qui fonctionnent. Il faut que votre radeau de fourmis il marche parce que sinon tout le monde est mort. C'est un peu pareil. Les interactions, le message circule directement d'un individu à l'autre. La collaboration, on travaille ensemble, on est soudés et on accepte le changement, même tardif. Donc les fourmis, elles vont pouvoir se réorganiser différemment dans certains cas. Globalement, c'est une démarche qui est tout le temps adaptée par les animaux grégaires que j'ai évoqués au début de ma présentation. On est vraiment aujourd'hui dans les études éthologiques sur la fin du mythe des ouvrières qui obéissent aux ordres. Il n'y a pas une reine toute puissante qui transmet ça. Non, ça c'est faux. Et on n'a pas mis en évidence ça. Les ouvrières se transmettent des messages chez les abeilles pour identifier des endroits où il y a des fleurs. Elles ont une danse toute particulière. Elles vont pouvoir transmettre ce message-là. Sur cette chaîne ici, que vous avez à droite, elles fabriquent de la cire. Donc une collecte des éléments basiques pour la cire en bas. Elle commence à l'agréger, la mâchouiller, elle transmet aux autres, ainsi de suite. Et là-haut, vous avez une ouvrière spécialisée, peut-être un peu meilleure que les autres, qui va commencer à façonner les alvéoles, parce que c'est pas donné. C'est pareil, il y a un apprentissage aussi chez les abeilles. Et du coup, je vais parler de deux personnes en particulier. Deux personnes qui m'intéressent, que vous connaissez peut-être, qui connaissent ces deux personnes. C'est pas évident. Hein. Vous savez pas? Bon. À droite, Frédéric Taylor. À gauche, Henry Ford. Ces deux personnes-là, donc lui, c'est le travail scientifiquement découpé, je vais dire ça comme ça, c'est mal dit peut-être. La découpe scientifique du travail. Et lui, c'est le Fordiste, la standardisation. On connaît surtout pour ça la Ford T,
etc. Donc c'est l'organisation du travail scientifique au début du XXe siècle. Et donc, au départ, s'ils partaient surtout d'une idée productiviste, essayer de produire en masse, moins cher, rémunérer mieux les ouvriers, qui puissent acheter des voitures, rentrer dans une boucle vertueuse qu'on connaît tous, qui est celle de la consommation qu'on nous recommande de suivre depuis des années au niveau politique. Alors économique, c'est moins vrai, mais politique, c'est toujours vrai. Et donc, quel est l'héritage? Des capacités de production de masse extraordinaires. Aujourd'hui, les Chinois, ils produisent en masse, c'est pas un problème. Des réductions de coûts de production, du travail à la chaîne, l'hyperspécialisation, vous connaissez tous les temps modernes de Charlie Chaplin. La notion de management, elle vient de ces personnes-là. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait du compagnonnage. Il y avait l'apprenti, le compagnon, le maître. Je schématise, mais il y avait différentes étapes de ce type-là. C'est eux qui ont inventé le management, ça n'existait pas avant. Une structure pyramidale dans les entreprises. Et une des conséquences, c'est l'absentéisme et le désintérêt au travail. Oh, pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous parlais très rapidement de l'engagement des salariés en entreprise. Avec des animaux. Ça, c'est la poule aux œufs d'or dans les entreprises. En France. Étude Gallup 2011. 9% des gens activement engagés. 9%. Ça, ce sont les chevaux fourbus. 65% des salariés en France. Des gens à qui on demande de faire le travail, ils se lèvent, ils font le travail, ils vont se recoucher. C'est ça, hein, le monde du travail en France aujourd'hui. Hein. 26%, notre ami le renard. Pourquoi j'ai pris un renard? Il est malin, mais il fait autre chose, le renard. Ouais, il croque les poules, le renard. Le renard, il est activement désengagé, il est nuisible pour l'entreprise, il va saper le moral des 9% là-bas, et je dis même pas ce qu'il est capable de faire aux 65%. Voilà. Donc vous avez 26%, c'est quand même une personne sur 4 qui vient au travail et qui n'a pas envie de venir et qui a en plus envie d'empêcher les autres de faire le leur. C'est quand même énorme. Je ne dis pas que le taylorisme, le fordisme est 100% à l'origine de ça. Je dis qu'on constate ça aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Une autre constatation qui est intéressante, c'est que les méthodes de travail, on va dire un peu nouvelles de ces dernières années, émergent d'endroits où le taylorisme et le fordisme et leur rapport analytique ou mathématique est très fort, c'est l'automobile et l'informatique. Dans l'automobile, dans les années 50, on a fait du lean, on a commencé à essayer de travailler un peu différemment que ce que préconise Ford ou Taylor. Les Japonais, en tout cas, ont fait différemment. Et les Japonais, ils ont cassé la baraque. Dans les années 70, les Américains sont retournés voir ce que faisaient nos amis les Japonais en termes de chaîne de travail, de flux tendus et ce genre de choses. Parce qu'ils leur taillaient des croupières. Donc voilà, donc ça a fait réfléchir des gens dans l'industrie de l'automobile, ça a fait réfléchir des gens aussi dans l'industrie de l'informatique. Dans les années 90, un certain nombre d'experts se sont réunis, que vous connaissez tous, pour aboutir au manifeste Agile. Et parce qu'ils ont commencé à approcher le domaine de l'IT ou du développement logiciel d'un point de vue empirique, par essai et erreur. Il ne faut jamais oublier que tout ce qui vient dans le manifeste Agile est issu d'expériences du terrain et que c'est une approche empirique du terrain et que ce sont des bonnes pratiques, ce n'est pas des best practices. Il faut rester très vigilant à l'égard de cette notion de bonne pratique ou best practice. On essaie de rendre le système compliqué alors qu'il est complexe. C'est un peu cette approche-là, l'approche des agilistes. Donc voilà, et aujourd'hui c'est un peu triste, on est dans cette situation-là. Bon, je vais peut-être revenir sur le commentaire qui est en bas là. L'influence du manager compte pour 70% dans l'engagement du salarié. C'est très important. Un mauvais manager, c'est terrible. Et on peut se retrouver dans ce cas-là. Ça, c'est une autre étude encore plus récente de 2014. Je ne vais pas la décortiquer là tout de suite. Mais quand on voit ce chiffre-là, que 49% des employés ne sont pas satisfaits de leur supérieur direct, c'est quand même énorme. 1 sur 2. C'est pas de chance quand même. C'est pas de chance. Bon. Que nous dit Henrik Niebuhr? Soyons positifs. On ne va pas s'occuper de ce qui s'est passé dans le passé tant que ça. On va regarder ce qu'on peut essayer de faire aujourd'hui. Donc on a des structures pyramidales, avec une création de richesse ici, chez les ouvriers. En gros, c'est eux qui produisent de la valeur. C'est eux. Les développeurs, ce sont eux qui produisent de la valeur dans les équipes. C'est eux qui font le logiciel. C'est eux qui testent
les DevOps aussi, enfin, toute la chaîne des gens qui produisent. Et puis, il y a des gens qui contrôlent les gens qui produisent, chefs de projet. Il y a des gens qui contrôlent les KPI des chefs de projet. Il y a des gens qui contrôlent les KPI de tout l'ensemble des projets. Donc ça, c'est l'approche complètement analytique. Et puis tout en haut, il y a des gens qui prennent des décisions par rapport à toutes ces remontées d'infos. Alors que les infos, elles sont peut-être présentes là. C'est ça qui est intéressant. Donc, certaines personnes se disent, si on inversait la pyramide, on dit que la création de richesse, elle est toujours ici, et qu'en fait, le flux des informations et la facilitation doivent venir de l'ensemble des couches inférieures. Vous voyez que ma pyramide, elle a pris un petit coup quand même. Elle est moins pointue. On enlève un certain nombre de contrôleurs et on redonne du sens à leur travail. Ce qu'on dit souvent ici, c'est que on dépense énormément d'argent à contrôler le travail des contrôleurs qui contrôlent les contrôleurs et contrôlent les gens qui font. Voilà. Donc on essaye de le faire un peu différemment. Et là, vous avez un ami qui vous veut du bien, le super manager, balafré, tout ça. Moi, j'ai fait plein de projets, je m'y connais, ça fait 20 ans que je fais du cycle en V, ça marche. Regardez, j'ai des belles médailles partout. Et puis là, vous avez notre ami peut-être plus manager 3.0 ou le Scrum Master ou le coach qui va venir vous aider à un moment en disant attendez, les richesses, elles sont là, on va transmettre, faciliter et créer un cadre. Pourquoi on a pris l'image du jardinier? Parce que le jardinier, en fait, il crée un climat pour que ses plantes poussent. Un éleveur, s'il essaye de faire autre chose que de l'élevage intensif, il va créer un environnement pour que ces animaux se reproduisent, qu'ils vivent bien. Évidemment, il va les tuer à la fin, mais pour qu'on puisse les manger, parce qu'on reste un prédateur. Malgré tout, il va avoir favorisé un environnement, il va faciliter la vie de ces animaux pour qu'ils prospèrent. Je parlais d'un autre modèle qu'on utilise souvent, la spirale de Donbeck. Et je vais revenir aux animaux juste après. Donc ça, c'est une spirale qu'on peut utiliser à titre personnel. C'est une spirale évolutive. On passe par ces différentes phases. Quand on est là, on a à peu près entre 0 et 2 ans. Puis ensuite, on va monter dans les couches. Donc là, on a 0-2 ans. Ensuite, là, on est dans le monde magique des enfants et tout ça. C'est assez rigolo. Si je fais le parallèle avec les sociétés, bah là, on est au niveau de la bande. Là, on commence à être avec la tribu, avec les chamans. Là, le rouge, l'égocentrisme, on va revenir plus à des systèmes un peu empire, dictature, au niveau social et puis au niveau personnel. Construction personnelle, un peu la révolution de l'adolescence. On se replie sur soi-même. On cherche ses valeurs. Après, on va chercher un peu un aspect normatif. Donc là, si on est au niveau empire, là, on est un peu au niveau dictature, un peu plus. On veut des règles, quoi. Orange, l'individualisme, ça c'est un peu ce qui se passe en entreprise quand on a un top chef là qui commande à tout le monde. Globalement, c'est ça. Dans pas mal d'entreprises aujourd'hui. Je décide, tu fais. Et pas celui qui sait, c'est celui qui fait. Un peu ce que je préconisais tout à l'heure. Et le vert, la vision communautaire. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Le vert et le jaune, en fait, c'est le domaine dans lequel oscillent nos animaux communautaires de tout à l'heure. Ils n'ont pas de chef, ils s'auto-organisent, ils font preuve d'intelligence collective. C'est exactement là où moi, je veux emmener les équipes. Exactement. C'est notre travail d'agiliste de les emmener vers ça. Pour créer de la valeur ensemble, avec une vision et différentes notions que vous connaissez. Je n'irai pas jusque-là. Là, en haut, tout en haut, si on prend des personnes, là, c'est le Mahatma Gandhi, c'est Martin Luther King, c'est des gens qui sont prêts pour mourir pour une cause, une grande cause, qui souhaitent atteindre pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'est... Voilà, j'en suis pas là. Moi, j'ai déjà par là, c'est pas mal. Et on passe d'une étape à l'autre. Et donc les insectes, les animaux, en règle générale, bah, ils sont déjà là. C'est un peu en retard, hein. Je suis un peu dur là. Donc voilà, propageons des nouveaux modes d'organisation, créons des équipes pluridisciplinaires, colocalisées, des feature teams, des gens qui travaillent sur un sujet en particulier, essayons de mettre en place de l'holacratie, donc des leaders, des gens portés sur des sujets qui prennent des décisions en mode consensus, des entreprises dites vraiment libérées. Alors pourquoi je dis vraiment libérées? Parce que ça, vous allez l'entendre beaucoup, c'est un peu comme l'agile, l'agile, ouais, c'est fun, machin. On va beaucoup entendre parler d'entreprise libérée. L'entreprise libérée, pour moi, c'est un vrai choc. À un moment, c'est une rupture. Là, je ne vais pas parler de transition. C'est on faisait, on ne fait plus. C'est plutôt on enlève quelque chose, qu'on rajoute quelque chose. Un peu comme Saint-Exupéry qui disait l'œuvre d'art, c'est quand on n'a plus rien à enlever. Bah là, on n'a pas vraiment une œuvre d'art, donc il va falloir enlever des choses. Donc par exemple, Dan Price, si je ne dis pas de bêtises, hein, on va rattraper, c'est lui qui a mis tout le monde à $70 000 dans son entreprise. Ça, c'est une rupture directe. Tout le monde, ok, le salaire, on sait que ce n'est pas forcément une source de motivation arrivé à un certain niveau. Donc, on va l'enlever. C'est du management 3.0, c'est une source de motivation extrinsèque.
le salaire, on se dit, bon, allez, tout le monde a 70 000. Voilà. Au moins, ça règle une partie de la question. Il y a des entreprises qui s'organisent pour décider elles-mêmes des salaires entre eux. Ça existe, ça. C'est pas du fantasme. Donc voilà. L'holacratie, c'est pour certains cas ce qui se produit chez certains animaux. Les poissons. Vous avez déjà vu des rats chercher de la nourriture dans un labyrinthe? Sûrement. Des expériences comme ça. Bon, les poissons, en bande, là, ils les mettent en bande. Et ben en fait, ils sont très très bons pour chercher de la nourriture, meilleurs que les rats encore. Ils font preuve de mémoire et en plus, ils font preuve de leadership. Certains poissons vont dire non, moi je connais le meilleur chemin, ils vont discuter entre eux, ils ont analysé ça par l'intermédiaire d'odeurs et de choisir un leader qui va les conduire à la nourriture. C'est assez rigolo, et ça existe. Voilà. Si je dois vous parler aussi d'entreprises vraiment libérées, je vais vous parler un tout petit peu de Favi et de Zobrist. Chez Favi, il y avait comme Favi, ils fabriquent des pièces d'embrayage. D'accord? Même les Chinois, ils en achètent. Aujourd'hui, par exemple. Et donc chez Favi, une des premières choses que Zobrist a fait, c'est qu'il a supprimé la réunion des cadres du lundi matin. Et donc dans les entreprises type automobile, ça se faisait pas trop. Normalement, le chef, toute la semaine, on lui dit « Ah, il est beau, il est fort, c'est le chef, merci chef, au revoir chef ». Puis il venait le week-end, il retourne chez sa femme, ou il va chez ses amis, plus personne ne lui dit qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est grand. Donc le lundi matin, en tant que chef de meute ou mal alpha, comme on peut utiliser des fois, il aime bien s'entendre dire à nouveau « Je suis beau, je suis grand, je suis fort ». Malheureusement, beaucoup de réunions de cadre du lundi matin dans l'industrie ressemblent à ça. Et là, Zobrist lui a dit ça, fini. Venez me chercher quand vous avez besoin de moi. Principe d'Hollywood pour les développeurs. Voilà. Donc il faut vraiment, si on veut faire de l'entreprise libérée, là je ne vais jamais parler de transition, de rupture douce, tout ça, non, là c'est violent. On change complètement la donne. Et puis on va essayer de cultiver le bien-être en entreprise. Là, je vous en ai mis un, c'est un peu anecdotique, mais mine de rien, quand on met des aquariums, même vides, dans des endroits, on se rend compte que la tension artérielle des personnes chute. C'est réel, ils ont fait des études, ils ont mis 100 poissons, avec des poissons, plein de poissons. Plus on met de poissons, plus le niveau de stress chute. C'est pour ça que vous en avez chez le dentiste. Voilà. C'est pas pour autant que ça aide. Hein. Non, mais ils essayent. Au moins, ils essayent. Donc, ne serait-ce que mettre des aquariums pour favoriser le bien-être de ses salariés, c'est un commencement. Voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, alors là, j'ai mis celle-là parce que j'ai pas pu m'empêcher. Je suis fan des animaux, mais de Star Wars depuis longtemps. Et ils ont tué Han Solo, donc c'est terrible. Donc il y a une amitié. Bah ouais, mais bon, si vous n'êtes pas allé le voir, vous n'êtes pas un vrai geek, vous n'êtes pas un vrai fan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, tant pis, je prendrai des coups. Alors là, j'ai une photo intéressante. Donc je vous parlais des poissons tout à l'heure, qui sont organisés en banc. Là, il y a des prédateurs, vous les avez identifiés. Mais il y a des prédateurs un peu particuliers. Il y a deux groupes de prédateurs. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le rétroprojecteur. En bas à droite, là. Il y a d'autres animaux prédateurs, des poissons. Vous voyez pas? En bas à gauche pour vous, pardon. C'est à ma droite à moi. Ce sont des dauphins. Vous avez des dauphins et des requins qui se sont associés pour chasser un même banc. C'est de l'opportunisme, pur et simple, c'est sûr. Par contre, dans la nature, un dauphin et un requin, ils sont adversaires. Ils sont sur une niche alimentaire, sur la même niche alimentaire, ils mangent la même chose, donc ils sont concurrents, clairement. Et même parfois, les requins essaient de manger des dauphins et vice-versa. Ils sont carrément proies à l'autre. Les dauphins tuent les requins, ils savent les tuer, en bande, quand ils sont plusieurs. Et donc nos amis requins et dauphins, là, cette photo elle est extraordinaire, ils étaient très surpris quand ils l'ont pris. C'est la première fois qu'on voyait deux espèces comme ça, en tout cas ces deux-là, qui sur la même portion de chaîne alimentaire s'allient pour manger ensemble. Et donc qu'est-ce que ça nous enseigne ça? Bah, moi j'ai envie de vous dire, évidemment l'opportunisme est repousser les décisions. Ça c'est un principe lean, on repousse au moment où se posent les problèmes, décisions. Pas la peine d'essayer de tout prévoir à l'avance. On va mixer les pratiques. Lean, XP, Scrum, Kanban, Management 3.0. Tout est bon. Moi je dis tout est bon aujourd'hui. Ça marche avec votre équipe, vous le gardez. Ça marche pas, vous l'enlevez. Vous réessayez plus tard peut-être. Mais voilà. Vous essayez d'améliorer l'agilité avec d'autres processus. Moi j'ai fait du Lean Six Sigma. C'est un méta-processus, un processus d'amélioration de processus. Ça existe. Et ben je me dis qu'on pourrait peut-être essayer pour introduire quelques notions dans l'agilité. Je suis pas le seul. Un autre de mes collègues coachs pense à peu près la même chose que moi. Et on pourrait enrichir à la demande ces besoins-là. Lean Six Sigma, c'est une approche assez
qui vient de Motorola, qui est assez cossu quand même, en termes d'outillage. Donc c'est pas forcément ce dont nous sommes fans, nous les agilistes. Néanmoins, il y a sûrement des bonnes choses à apprendre. Et puis s'associer à des concurrents. Là, clairement, c'est 2 concurrents qui s'associent en mode opportuniste. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller travailler parfois avec un concurrent pour lever de plus grosses levées de fonds, gagner plus d'argent sur un contrat, attaquer des marchés qu'on ne pourrait pas attaquer seul. C'est vraiment très, très intéressant d'essayer de faire ce genre de choses. Et nous, agilistes, en créant des communautés, quelque part, on fait ça. Moi, quand je vais sur des sites, j'ai envie qu'il y ait des communautés qui se créent, de personnes qui partagent un centre d'intérêt, ont envie de faire progresser ce domaine-là, dans l'entreprise ou même en dehors. Et globalement, j'ai une vision opportuniste des choses. On va sûrement apprendre des choses ensemble, pour nous, pour notre entreprise, et tous ensemble. Voilà. Pour conclure, j'ai mis pas si bête. Bon, s'il y a un propriétaire de Carlin dans la salle, j'espère qu'il ne sera pas vexé. Franchement, c'est un Carlin, il n'a pas de chance, celui-là. Voilà. À gauche, vous avez les loups. Je ne vais pas parler des loups aujourd'hui, j'aurais adoré parler des loups. Les loups sont structurés en meute avec un mâle alpha. Ils sont organisés d'une manière totalement agile, en mode leadership pour la chasse ou pour d'autres activités. Le Carlin à droite, lui, c'est une fabrication humaine. C'était juste pour mettre en perspective ce que l'évolution a apporté et ce qu'à droite, un peu, quelques chercheurs ou savants fous ont pu produire. J'exagère. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'intrinsèquement, quand on est parti de Fibonacci jusqu'à là, les intelligences collectives des animaux, intrinsèquement, extrinsèquement, le monde animal a des choses à nous montrer, à nous enseigner, dont il faut absolument nous inspirer, qu'on peut réutiliser en entreprise pour expliquer aux gens, dédramatiser des situations. C'est vraiment comme ça. Là en haut, certaines personnes utilisent ces images-là pour le craft. Le craft, c'est craftsmanship, l'artisanat, dont je parlais tout à l'heure. L'artisanat a malheureusement disparu avec le taylorisme. Nous, ce qu'on nous propose, c'est pas un retour arrière, c'est de commencer à faire des choses artisanales de qualité dans notre secteur. C'est une approche différente. Revenir aux sources du travail bien fait, motiver, donner une vision. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Donner du sens. Donner du sens à ce que les gens font, pour les remotiver et les sortir des 65% de chevaux fourbus. C'est vraiment ce qu'on voudrait. Donc voilà. Et le monde animal est une source d'inspiration et d'encouragement pour moi et pour, j'espère, vous, pour faire adopter des pratiques agiles plus proches de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres vivants. Et ça, on l'a beaucoup oublié en entreprise. Et Descartes, Newton, qui nous a apporté des choses extraordinaires, mais l'approche analytique nous a fait perdre de vue l'aspect être vivant, qui est indéniablement indispensable pour s'attaquer à des problèmes complexes. Voilà, et les interactions. J'en ai fini pour ce soir. Je vous remercie de votre attention.